Mon nom est Margaret Harlow. La plupart des gens m'appellent Peggy. J'ai 72 ans, je suis une institutrice à la retraite d'Asheville, en Caroline du Nord. Et voici l'histoire de comment j'ai tout perdu et ensuite tout récupéré. Douglas et moi avions construit notre vie à l'ancienne. Nous nous sommes rencontrés en 1976 lors d'un pique-nique paroissial, nous nous sommes mariés le printemps suivant et avons élevé 3 enfants dans la même maison où j'allais finalement faire face à la pire trahison de ma vie. La maison de Ridgecrest Drive, 4 chambres, un porche enveloppant, un jardin que j'ai entretenu pendant 30 ans. Elle a été évaluée à 3,5 millions lorsque le marché immobilier a grimpé. Nous avions remboursé l'hypothèque en 2003. C'était à nous, ou du moins c'est ce que je croyais. Douglas avait été promoteur immobilier commercial. Il était doué avec les chiffres, doué avec les présentations et doué pour faire croire aux gens qu'ils obtenaient un bon prix alors que ce n'était pas le cas. Je comprenais cela de lui intellectuellement, de la même manière que l'on comprend la météo. Je n'aurais simplement jamais pensé qu'il appliquerait ses compétences à moi. Les signes avant-coureurs que je peux voir maintenant ont commencé 2 ans avant que tout ne s'effondre. Il a commencé à passer des appels téléphoniques dans le garage. Pas inhabituel pour un homme à la retraite ayant encore des propriétés d'investissement à gérer. Sauf qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il avait l'habitude de prendre tous les appels dans la cuisine, fort et expansif, racontant ses affaires comme un commentateur sportif. Maintenant, il prenait le téléphone à l'extérieur et fermait la porte. Ensuite, les finances ont changé. Nous avions toujours partagé un compte courant joint en plus de nos comptes individuels. Au printemps 2021, Douglas a mentionné presque en passant qu'il restructurait certains actifs à des fins fiscales. Il a utilisé le mot « restructuration » comme les gens utilisent un langage technique quand ils ne veulent pas être interrogés. J'ai hoché la tête. Je n'aurais pas dû. Notre fille, Linda, fut la première à remarquer quelque chose d'étrange. Elle est venue pour Pâques et m'a tiré à part pendant que Douglas découpait le jambon. « Maman » a-t-elle dit doucement. « Papa t'a-t-il semblé bizarre ?» Il nous a à peine regardés quand nous sommes arrivés, et il n'arrête pas de vérifier son téléphone. Je lui ai dit qu'il était fatigué. C'est ce que j'ai dit. Je me suis dit la même chose pendant 8 mois de plus. Le moment que je peux désigner, le moment où je peux dire que c'est là que le sol a bougé, est arrivé un mardi de novembre 2022. Je suis entré dans le bureau de Douglas pour lui apporter du café et j'ai vu l'écran de son ordinateur avant qu'il ne puisse le fermer. Il y avait un document ouvert, un document juridique. Mon nom y figurait, ainsi que l'adresse de notre maison sur Ridgecrest Drive. Et il y avait un autre nom, Carla Simmons, listé comme bénéficiaire d'une fiducie immobilière proposée. J'ai posé le café. J'ai demandé qui était Carla Simmons. Il a fermé l'ordinateur portable et a dit qu'elle était une associée commerciale. Sa voix n'a pas tremblé. Cela m'a plus effrayé que tout le reste. Je suis retourné à la cuisine et j'ai fait la vaisselle et n'ai pas dit un mot de plus à ce sujet cette nuit-là. Mais quelque chose s'était cristallisé en moi. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était une reconnaissance. La clarté particulière qui vient quand on cesse enfin de trouver des excuses au comportement de quelqu'un d'autre. 6 semaines plus tard, j'ai reçu les documents du tribunal. Douglas avait intenté une action en justice, affirmant que la maison de Ridgecrest Drive avait été achetée principalement avec ses biens prénuptiaux et ses revenus d'affaires, et que ma contribution à la propriété était minime. Il avait apparemment passé la majeure partie de 2 ans à monter ce dossier juridique. Il avait un avocat. Il avait des documents. Il s'était avéré qu'il avait discrètement acheminé des dossiers et restructuré des comptes depuis 2020. Je me tenais dans le foyer de notre maison, tenant ces papiers, et je les ai lus 2 fois. Puis je me suis assise sur le banc près de la porte, le même banc où j'aidais mes petits-enfants à lasser leurs chaussures, et je me suis forcé à respirer. Ce soir-là, Douglas est rentré dîner comme si rien ne s'était passé. Il s'est servi un verre de bourbon. Il a demandé ce qu'il y avait pour le dîner, puis il a dit, avec désinvolture, presque agréablement, « Tu devrais commencer à penser à l'endroit où tu iras, Peggy. Le processus juridique prend du temps, mais tu vas perdre cette maison. Et si tu rends les choses difficiles, si tu commences à appeler les enfants avec ta version des choses, je ferai en sorte que tu le regrettes. J'ai les moyens de bloquer ton accès à cette famille pendant des années. Tu ne seras pas là à Noël. Tu ne seras pas là aux anniversaires des petits-enfants. Je ferai en sorte qu'ils ne voient que ce que je leur montre.
Il a siroté son bourbon. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardé à travers la cuisine où j'avais cuisiné pendant 30 ans, et j'ai dit, je comprends. Il a presque semblé déçu que je ne me batte pas. Je ne me rendais pas. Je commençais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans la chambre que nous avions partagée pendant des décennies et j'ai fixé le plafond et fait le point. Non pas sur mes sentiments, mais sur ma situation. C'est ce que font les enseignants. Nous évaluons. Nous organisons. Nous faisons des listes. La maison de Ridgerest Drive était évaluée à 3,5 millions de dollars. Douglas avait déposé une plainte, affirmant qu'elle lui appartenait de droit en vertu de son investissement initial. Je n'avais aucun revenu en dehors de ma pension d'enseignante, 2240 dollars par mois, et de la sécurité sociale. Mon nom figurait sur l'acte de propriété, et ce depuis 1978. Mais les avocats de Douglas, allais-je bientôt apprendre, soutenaient que l'acte de propriété avait été modifié dans le cadre d'un processus de planification successorale en 2019, un amendement que j'avais apparemment signé. Je me suis levé à 4 heures du matin et je suis allé au classeur dans la chambre d'amis, la pièce que j'utilisais comme bureau à domicile, et j'ai trouvé les documents de planification successorale de 2019. Je les avais signés. Je me suis souvenu de l'occasion. Douglas m'avait fait asseoir et m'avait dit que notre avocat consolidait la structure de la succession pour plus d'efficacité. Il m'avait rapidement présenté plusieurs papiers, et j'avais signé là où il m'avait indiqué. J'étais institutrice, pas avocate. J'avais fait confiance à mon mari depuis 43 ans. Je me suis assise au bureau dans la lumière bleue avant l'aube et j'ai lu chaque mot de ces documents pour la première fois. Ce que j'ai trouvé m'a soulevé l'estomac. Enfoui dans le langage se trouvait une clause qui reclassifiait la maison comme un actif détenu en fiducie dont Douglas était le seul fiduciaire gérant, mon intérêt étant réduit à un usufruit viager. Ce qui signifie que je pouvais y vivre mais ne pouvais pas en revendiquer la propriété ou la vendre. Et la clause d'usufruit viager, ai-je remarqué, pouvait être révoquée sous certaines conditions spécifiées. Douglas avait manigancé cela. Il s'était assis à côté de moi pendant que je le signais, et il n'avait rien dit. La peur était réelle. Je ne vais pas prétendre le contraire. J'avais 72 ans. Je n'avais aucune économie propre en dehors d'un modeste IRA, environ 180 000 dollars. La pension me maintiendrait en vie, mais pas logé, pas dans un quelconque confort, pas à Asheville. Si je perdais la maison, je perdrais ma communauté, mon jardin, ma proximité avec mes petits-enfants. Je serais une vieille femme recommençant à zéro avec rien. Mais voici ce que je savais aussi. Assise à ce bureau à 4 heures du matin, j'avais passé 47 ans à faire en sorte que les choses fonctionnent. J'avais géré des classes de 32 élèves. J'avais organisé des collectes de fonds scolaires, médiatisé des conflits parentaux, aidé des enfants ayant des difficultés d'apprentissage à naviguer dans un système qui ne les voyait pas toujours. Je savais comment évaluer un problème, et je savais comment le résoudre méthodiquement. J'avais peur, et j'allais agir quand même. La première décision que j'ai prise a été de ne rien dire à la famille. Pas encore. Douglas avait déjà menacé d'utiliser les enfants comme levier. Si j'appelais Linda ou notre fils Robert avant d'avoir un quelconque fondement juridique, je donnerais à Douglas des informations et du temps. Il précadrerait le récit. Il serait le raisonnable, celui qui avait essayé de résoudre les choses discrètement, et je serais la femme difficile et émotionnelle. La deuxième décision fut de trouver mon propre avocat. Pas par l'intermédiaire d'un contact que Douglas aurait recommandé. Pas par notre cercle social commun, mais quelqu'un d'entièrement distinct. Je me suis souvenu d'une femme nommée Ruth Aronson. Elle avait été la mère d'un de mes élèves il y a des années. Je me suis rappelé qu'elle était devenue avocate spécialisée en droit de la famille à Asheville. Nous n'étions pas proches, mais j'avais écrit une lettre de recommandation pour sa fille à l'université en 2004, et Ruth m'avait envoyé une note manuscrite qui disait « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas ». J'avais gardé la note. Je garde la plupart des notes. À 8h30 ce matin-là, alors que Douglas dormait encore, j'ai appelé le bureau de Ruth Aronson depuis mon téléphone portable, debout dans le jardin près des hortensias. Son assistante a répondu. J'ai donné mon nom et expliqué que j'avais besoin d'une consultation urgente et privée et que l'affaire impliquait un litige immobilier avec mon mari. L'assistante m'a mise en attente pendant 2 minutes. Puis Ruth elle-même est venue à la ligne.
Madame Arlo, a-t-elle dit, je me souviens de vous. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Je suis allé à son bureau à 10 heures. J'ai apporté les documents successoraux, l'acte de propriété, la demande de tribunal et tout ce que j'avais trouvé dans le classeur. Je les ai étalés sur sa table de conférence, et Ruth Aronson, 61 ans, avec des lunettes de lecture et un bloc-notes juridique jaune, a passé 90 minutes à tout examiner pendant que je restais assise à observer son visage. Quand elle a eu fini, elle a retiré ses lunettes et m'a regardé. Ce n'est pas une situation désespérée, a-t-elle dit prudemment. Mais elle a été délibérément construite pour en avoir l'air. Votre mari a eu de l'aide. C'est un travail sophistiqué. Elle a expliqué que l'amendement de 2019, bien que préoccupant, présentait des vulnérabilités potentielles. Les circonstances de la signature, mon manque de conseil indépendant, la manière dont les documents avaient été présentés, pourraient constituer ce que la loi appelle une influence indue. Si je pouvais démontrer que j'avais signé sans comprendre ce que je signais et que les termes étaient matériellement différents de ce qui m'avait été dit, il y avait des motifs de contestation. Il y a aussi la question de l'origine réelle de l'argent, a dit Ruth. Les biens matrimoniaux en Caroline du Nord sont présumés être des biens matrimoniaux quelle que soit leur source, sauf si clairement documentés autrement. Nous devrons retracer attentivement l'historique financier de cette maison. Elle a fait glisser un accord de provision sur la table. J'avais 180 000 $ dans un IRA. J'étais prête à dépenser ce qui était nécessaire. Je l'ai signé d'une main ferme. Le plan se formait, contester l'amendement de 2019 pour cause d'influence indue, retracer le véritable historique financier de la propriété et révéler tout ce que Carla Simons avait à voir avec tout cela. 3 pistes. Je tirerai les 3 simultanément. Douglas pensait que je m'étais rendu. Il se trompait. La semaine après avoir engagé Ruth, j'ai mené ma vie avec une normalité prudente. Ce fut peut-être la performance la plus difficile de ma vie, et j'avais enseigné l'anglais en 8e année pendant 11 ans, ce qui exige des compétences théâtrales considérables. Je préparais le petit déjeuner. J'entretenais le jardin. Je demandais à Douglas comment s'était passée sa journée. Je ne mentionnais pas les avocats, les documents ou Carla Simons. Je le regardais se détendre et se conforter dans son hypothèse que j'étais dépassée et passive. Pendant ce temps, l'assistante juridique de Ruth a envoyé une demande de communication formelle à l'équipe juridique de Douglas, ce qui a déclenché le processus juridique officiel. Au moment où ces documents ont été signifiés, je savais que l'horloge avait changé. Douglas saurait que j'avais une représentation. Ce qu'il ne saurait pas encore, c'est tout ce que j'avais déjà assemblé. Ruth m'avait également mis en contact avec un expert comptable judiciaire nommé Phil Garrett. Phil avait 63 ans, était méticuleux et avait passé 20 ans à démêler les fausses déclarations financières dans les affaires de divorce. Son travail consistait à retracer la source réelle des fonds utilisés pour acheter et entretenir la propriété de Ridgecrest Drive à partir de 1978. J'ai donné à Phil l'accès à tous les documents financiers que j'ai pu trouver. Relevés bancaires, déclaration de revenus remontant à 1980. Les documents hypothécaires originaux, les reçus de rénovation, les registres fiscaux de la propriété. J'ai trouvé des cartons dans le grenier que je n'avais pas ouvert depuis 15 ans. J'ai tout photographié et les envoyé au portail sécurisé de Phil. Ce qu'il a commencé à trouver était important. La maison avait été achetée en 1978 pour 87 000 $. La compte, 22 000 $, provenait d'un compte d'épargne joint auquel Douglas et moi avions contribué pendant nos 2 premières années de mariage. Mon salaire d'enseignante était allé sur ce compte, tout comme les premiers revenus de Douglas en tant qu'entrepreneur. Phil pouvait le documenter à partir des registres bancaires originaux. Plus important encore, la rénovation majeure que nous avions effectuée en 1998, l'ajout qui avait considérablement augmenté la valeur de la propriété, avait été financé en partie par un héritage que j'avais reçu au décès de ma mère, 40 000 $. J'avais les documents successoraux originaux de la succession de ma mère. Les avocats de Douglas n'en avaient pas tenu compte. Ils ne pouvaient pas, car cela n'apparaissait pas dans les documents que Douglas avait contrôlés. C'était le premier fil qui se dénouait. Le deuxième vint d'une direction inattendue. Je pensais à Carla Simons depuis que j'avais vu son nom sur l'écran de Douglas. Je n'ai pas précipité les choses. J'ai fait ce que je disais à mes élèves de faire lorsqu'ils abordaient une question de recherche. Commencez par ce que vous pouvez vérifier à partir des registres publics. Carla Simons, il s'est avéré,
avait une présence professionnelle qui n'était pas difficile à trouver. Elle avait 45 ans, travaillait dans la gestion immobilière commerciale à Charlotte, et avait un profil LinkedIn qui répertoriait plusieurs propriétés sous gestion, dont 2 que je reconnaissais comme des propriétés que Douglas avait développées à la fin des années 2000. Ce n'était pas une nouvelle associée. Elle était dans son orbite depuis au moins 15 ans. J'ai réfléchi à cela un moment. J'ai également découvert, par l'intermédiaire des contacts d'enquête de Ruth, que Carla Simons avait été listée comme cosignataire d'un achat immobilier à Charlotte en 2021, une petite propriété d'investissement. Le prix d'achat était de 340 000 $. Les fonds avaient été virés d'une LLC dont je n'avais jamais entendu parler, Arlo Coastal Investment LLC. Douglas ne m'avait jamais mentionné Arlo Coastal Investment. Ruth a déposé une requête formelle pour exiger une divulgation financière complète, nommant la LLC. C'était le point de non-retour. L'avocat de Douglas a appelé Ruth dans les 2 heures suivant le dépôt. L'appel que Ruth m'a décrit par la suite était tendu. L'avocat de Douglas, un homme nommé Frank Whitfield, a exprimé sa surprise face à la position agressive de mon équipe juridique compte tenu de ce qu'il a appelé la nature simple de l'arrangement d'actifs. Ruth a répondu qu'elle avait hâte que M. Whitfield explique la nature simple d'une LLC non divulguée dans le cadre de la découverte. Ce soir-là, Douglas est rentré et son attitude avait changé. Il n'était pas agréable. Il se tenait dans l'embrasure de la cuisine et me regardait avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère. C'était du calcul. « Tu as un avocat ?» a-t-il dit. « Oui » ai-je dit. « Qui ?» ?»« C'est entre mon avocat et moi » ai-je dit, et je me suis retourné vers la cuisinière. Il est resté là un long moment. Puis il a dit doucement, « Tu fais une erreur, Peggy. Tu ne comprends pas l'ensemble de la situation. Quand ce sera fini, tu auras tout perdu en essayant de te battre contre quelque chose que tu ne peux pas gagner. » J'ai remué la soupe. « D'accord, Douglas » ai-je dit. Il a quitté la pièce. J'ai expiré lentement. 2 jours plus tard, la preuve directe est arrivée. Phil Garrett m'a appelé le matin. Sa voix était professionnellement mesurée, mais j'avais appris à lire ses pauses. « Madame Arlo » a-t-il dit, « j'ai besoin que vous veniez aujourd'hui si possible. J'ai trouvé quelque chose d'important. » Je me suis assise en face de lui cet après-midi-là alors qu'il étalait une série de transferts financiers. À partir de 2018, 4 ans auparavant, Douglas avait systématiquement transféré des fonds de compte d'investissement détenus conjointement vers Arlo Coastal Investment LLC. Sur 4 ans, le total transféré était d'environ 890 000 $. La LLC avait ensuite utilisé ces fonds pour des investissements immobiliers au nom de Carla Simons et pour des paiements à des comptes que Phil traçait toujours. Les transferts avaient été effectués progressivement. 11 000 $ ici, 8 000 $ là, toujours en dessous du seuil qui exigerait un rapport formel, délibéré, méthodique. Douglas avait vidé notre patrimoine conjugal pendant 4 ans pour construire une vie financière parallèle avec une autre femme. J'ai regardé la feuille de calcul de Phil pendant longtemps. Est-ce suffisant, ai-je demandé. Pour mauvaise conduite financière dans le mariage? Oui, a-t-il dit. C'est suffisant. Je l'ai remercié et je suis rentré chez moi et je me suis assise dans ma voiture sur l'allée pendant 10 minutes avant d'entrer. En Caroline du Nord, la mauvaise conduite conjugale, y compris la dissipation des biens matrimoniaux, est pertinente pour la répartition équitable. Ruth me l'avait expliqué. Ce que Douglas avait fait n'était pas seulement moralement dévastateur. C'était légalement attaquable. Cela a changé tout le paysage du litige immobilier. Il avait construit un piège pour moi. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que je trouverais le mécanisme. Ruth a déposé la demande reconventionnelle modifiée un jeudi matin. Le dossier était exhaustif. Il détaillait la LLC non divulguée, les 890 000 $ de fonds matrimoniaux transférés, le schéma de dissimulation financière de 4 ans, et le rôle de Carla Simons en tant que bénéficiaire de ces transferts. Il contestait formellement l'amendement successoral de 2019 pour cause d'influence indue et de manque de conseil indépendant. Il demandait également une comptabilité judiciaire complète de tous les biens matrimoniaux, y compris les propriétés détenues sous Arlo Coastal Investment. Il incluait également, sur recommandation de Ruth, une requête en gel des actifs de la LLC en attendant l'issue du litige. Le vendredi après-midi, le calme de Douglas s'était brisé. Il est entré dans la cuisine pendant que je lisais et a jeté une feuille de papier sur la table devant moi. Sa main tremblait légèrement.
Qu'est-ce que tu penses faire? Sa voix était contrôlée, mais à peine. Protéger mes intérêts, ai-je dit. Comme vous avez protégé les vôtres. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Il s'est assis en face de moi, et son attitude a changé, non pas en colère, mais en quelque chose de plus froid et de plus délibéré. Peggy, écoute-moi. Tu as juste rendu les choses très compliquées pour nous deux. Si tu continues, l'IRS s'en mêle. Le gel des actifs affecte aussi les comptes auxquels tu as accès. Tu te tireras une balle dans le pied. Ruth m'a expliqué le processus, ai-je dit. Il m'a fixé du regard. Alors, qui t'aide? Qui t'a poussé à faire ça? Je me suis poussé à faire ça, Douglas. Il a quitté la pièce et je l'ai entendu au téléphone quelques minutes plus tard, la voix basse et tendue dans le garage. La porte entre la maison et le garage, ai-je remarqué, n'était pas tout à fait fermée. Je ne me suis pas approché. Je n'en avais pas besoin. Sa panique était une information suffisante. Le mardi suivant, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, une voix de femme a dit « Est-ce Margaret Harlow ?» Oui, ai-je dit. Je m'appelle Carla Simmons. Je me suis assise. Son ton n'était pas hostile. Il était exercé, contrôlé, comme celui des gens qui ont décidé exactement ce qu'ils veulent accomplir avant de décrocher le téléphone. Elle a dit qu'elle voulait que je comprenne que Douglas avait toujours eu l'intention de prendre les dispositions appropriées pour moi, que ce qui se passait devant les tribunaux était un malentendu, qu'elle n'avait aucun désir de me nuire. J'ai écouté tout le discours. Puis j'ai dit, Mademoiselle Simmons, je vous encourage à adresser toute communication future à mon avocate, Ruth Aronson. Bonne journée. J'ai raccroché. Dans l'heure, Ruth m'a appelé. Frank Whitfield, l'avocat de Douglas, l'avait contacté pour demander une discussion urgente de règlement. Il proposait que j'accepte un paiement forfaitaire de 400 000 $ en échange du retrait de toutes les réclamations et de la libération de la propriété dans les 60 jours. 400 000 $ pour une maison de 3,5 millions de dollars et 47 ans. Que dois-je lui dire, a demandé Ruth. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me disait qu'elle connaissait déjà ma réponse. Dis-lui non, ai-je dit. Ruth n'a pas essayé de me convaincre de transiger. Elle a dit, je le lui ferai savoir. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un message de Douglas sur son numéro personnel. Il disait, tu vas le regretter. J'ai des choses sur toi qui te feront très mal paraître devant les enfants. Ne me teste pas. J'ai photographié le message et l'ai immédiatement transmis à Ruth. Ça, a dit Ruth quand elle l'a reçu, c'est du harcèlement et ça va figurer au dossier du tribunal. Le coup suivant vint d'une direction que je n'avais pas anticipée. Douglas a appelé notre fils Robert. Robert avait 51 ans, vivait à Raleigh, et avait toujours eu une relation plus étroite avec son père. 2 jours après le message, Robert est venu à Asheville et est apparu à ma porte, l'air mal à l'aise. Il est entré et s'est assis à la table de la cuisine et m'a dit que son père avait dit que j'essayais de détruire la famille avec un procès frivole, que j'étais manipulé par un avocat prédateur, et que le litige immobilier était une affaire privée qui aurait dû être traitée discrètement. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je lui ai montré le rapport médico-légal de Phil Garrett. Je lui ai montré les 890 000 $. Je lui ai montré la LLC et le nom de Carla Simmons sur la propriété de Charlotte. Robert est resté silencieux pendant longtemps. Papa ne t'a rien dit de tout ça, ai-je dit. Non, a dit Robert doucement. Je n'y avais pas pensé. Il est parti 3 heures plus tard avec une copie du résumé de Phil et une demande de ma part de garder cela entre nous jusqu'à ce que le processus juridique soit terminé. Il a accepté. Je l'ai cru. L'escalade avait été réelle. Et pendant quelques jours, cela m'a plus secoué que prévu. La menace par SMS, l'appel de Carla, la tentative de retourner Robert contre moi. Ce n'étaient pas les gestes désespérés d'un homme confiant. C'étaient les gestes d'un homme qui comprenait maintenant que le terrain avait changé. J'ai roulé jusqu'à la Blue Ridge Parkway un samedi matin et je suis resté assise dans ma voiture à un point de vue pendant 2 heures. Les montagnes en novembre étaient grises et brunes et énormes. Je me suis permis de pleurer brièvement, puis j'ai acheté un café à une station-service et je suis rentré chez moi. J'avais besoin de 3 jours pour ne pas douter que j'étais hors de danger.
J'avais besoin du repos particulier qui vient d'avoir fait quelque chose d'irréversible, de lourdes conséquences et de juste. J'ai passé ces jours dans le jardin, sur ma chaise de lecture, au téléphone avec Linda à qui je n'ai dit que les choses étaient en cours. Je marchais dans le quartier le matin. Je dormais. Le lundi suivant, j'étais de nouveau prête. La tentation est venue sous le couvert de l'inquiétude. 10 jours après l'échec de l'offre de règlement, Frank Whitfield a envoyé une lettre formelle par l'intermédiaire de Ruth, proposant un nouvel arrangement. Cette fois, l'offre était de $750 000 et une période de transition digne de 4 mois avant que je ne doive quitter la maison. La lettre utilisait des termes tels que « respect mutuel » et « reconnaissance de vos contributions au mariage ». Elle faisait également subtilement référence à mon âge. Elle notait qu'un litige prolongé peut être physiquement et émotionnellement épuisant, particulièrement pour les personnes à l'âge de la retraite. J'ai lu la phrase « personne à l'âge de la retraite » 2 fois. Ruth a qualifié cela de tactique d'intimidation douce déguisée en générosité. J'ai appelé cela une insulte avec un E. J'ai dit « non », ce qui m'intéressait davantage, c'était l'observation que j'avais commencé à remarquer dans les jours qui ont suivi. Douglas avait cessé de m'affronter directement. Les messages avaient cessé après que je les ai documentés. Il n'entrait plus dans les pièces où j'étais assise pour faire des déclarations. Il observait, se déplaçant plus prudemment. Je pouvais le sentir. Le passage de l'offensive à la surveillance. Il attendait de voir ce que j'allais faire ensuite. C'était, à sa manière, une petite victoire. Un homme qui s'attend à écraser quelqu'un ne se met pas à l'observer à moins d'avoir commencé à soupçonner que le rouleau compresseur va dans la mauvaise direction. Mais je savais que la surveillance signifiait qu'il recueillait également des informations, cherchant des faiblesses, cherchant tout ce qu'il pouvait utiliser, ce qui explique pourquoi la chose suivante que j'ai faite fut peut-être la plus importante et la plus humaine de toute cette épreuve. J'ai demandé de l'aide, non pas une aide juridique, ni financière, celle qui n'apparaît pas dans les dossiers judiciaires. J'ai appelé Patricia Weaver. Patricia était ma plus proche amie depuis 1985. Nous avions enseigné dans la même école secondaire pendant 12 ans, survécu au même directeur adjoint et élevé nos enfants pendant les mêmes années. Elle avait 70 ans, récemment veuve, et était aussi vive que le sont les gens qui ont enseigné aux enfants des autres pendant des décennies. Je ne lui avais rien dit de ce qui se passait car je ne voulais importuner personne avant d'avoir des bases solides. Je l'ai appelée un mercredi soir et je lui ai tout raconté, tout. Elle a écouté sans m'interrompre. Elle avait toujours été une magnifique auditrice. Et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant 4 secondes. Je serai là samedi, a-t-elle dit. Elle est venue d'Andersonville. Nous nous sommes assises sur le porche avec du thé, et elle a de nouveau écouté les détails, et cette fois elle a posé des questions précises et pratiques. Comment mangeais-je? Dormais-je? À quoi ressembleraient les 60 prochains jours du processus juridique? Avais-je besoin de quelqu'un pour me conduire à des rendez-vous? Elle a également dit quelque chose que j'ai repensé de nombreuses fois depuis. Peggy, tu as fait exactement ce qu'il fallait à chaque étape. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas de la faiblesse. C'est le poids d'une grande chose faite correctement. Je m'y suis accroché. Mais Patricia a fait plus que d'être présente. Elle était, il s'est avéré, une connectrice. Son neveu Martin était un juge à la retraite du comté de Buncombe. Tribunal civil, affaires familiales, 30 ans à la barre. Il avait pris sa retraite en 2019. Patricia a demandé si j'accepterais de prendre un café avec lui, non pas pour des conseils juridiques, mais pour ce qu'elle appelait une perspective de quelqu'un qui a vu toutes les façons dont ces choses se déroulent. J'ai rencontré Martin Weaver dans un restaurant de Weaverville le lundi suivant. Il avait 73 ans, non pressé, et a commandé un décaféiné avec 2 sucres. Il a écouté mon résumé et a posé plusieurs questions prudentes. Votre avocate a déposé la requête de gel des actifs, a-t-il dit. Oui, la semaine dernière. Et la comptabilité judiciaire est-elle documentée? Oui. Il a hoché la tête. Il ne m'a pas dit ce qui allait se passer, mais il m'a dit ce qu'il avait observé en 30 ans de tribunal de la famille. Que les affaires avec une mauvaise conduite financière documentée et des traces écrites claires se terminaient rarement, selon son expérience, mal pour la partie qui avait été lésée, à condition qu'elle ait une représentation compétente et qu'elle soit prête à tenir bon sous la pression. La pression reviendra, a-t-il dit. Elle le fait toujours,
juste avant que l'autre partie ne réalise qu'elle ne peut pas gagner. Je m'y attends, ai-je dit. Il m'a regardé par-dessus sa tasse de café avec quelque chose que je ne peux qu'appeler de la reconnaissance. Bien, a-t-il dit. Patricia a également discrètement parlé à Linda. Je lui avais demandé de ne pas le dire aux petits-enfants et de ne pas créer d'alarme, juste de faire savoir à Linda la vraie nature de ce qui se passait, puisque Linda était inquiète et confuse et recevait la version des événements de Douglas par l'intermédiaire de Robert, qui lui-même traitait encore ce qu'il avait vu. Linda m'a appelé ce soir-là. Elle pleurait. Puis elle était furieuse. Puis elle était très calme. Elle a demandé ce qu'elle pouvait faire. Je lui ai dit d'être simplement elle-même et de ne pas laisser son père voir que son allégeance s'était clarifiée, d'être neutre en sa présence pour l'instant. Linda était conseillère au collège. Elle comprenait la valeur de la neutralité stratégique. J'avais commencé cela seul dans le noir à 4 heures du matin. Je n'étais plus seul. Le processus juridique avançait. La mauvaise conduite financière était documentée. Mon avocate était formidable. Mon soutien était solide, et Douglas, qui avait cru que j'accepterais tranquillement une offre et disparaîtrais, observait de loin, et je soupçonnais, commençait à vraiment comprendre la situation qu'il avait créée. Je l'ai laissé observer. Il n'y avait rien dans mes journées qui le rassurerait. Ils sont arrivés un dimanche. J'étais dans le jardin quand j'ai entendu la voiture sur l'allée. J'ai reconnu le Land Rover de Douglas. J'ai aussi reconnu la voiture derrière. Une berline bleue foncée que je ne connaissais pas. J'ai posé mon sécateur et retiré mes gants de jardinage et je me suis dirigé vers le portail arrière. Douglas est passé le premier. Il était bien habillé, comme il s'habillait pour les réunions importantes. Derrière lui, il y avait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. La cinquantaine, costume foncé, mallette. Et derrière l'homme, Carla Simons. Je me suis tenu au portail et j'ai attendu. Peggy, a dit Douglas. Sa voix était chaleureuse. Cette chaleur particulière qu'il avait toujours été capable de produire à la demande. La chaleur du conseil d'administration. La chaleur qui précédait une négociation qu'il avait l'intention de gagner. J'aimerais parler. Pas d'avocat, juste la famille. Carla Simons n'est pas de la famille, ai-je dit. Elle est là comme témoin, a-t-il dit. Et voici Richard Crane. C'est un médiateur. J'ai une avocate, ai-je dit. Toute médiation passe par elle. Ce n'est pas une médiation formelle. Douglas s'est approché. Peggy, je sais que les choses ont dégénéré. Je veux arranger ça. Nous pouvons régler ça d'une manière qui convienne à tout le monde. Il a fait une pause, y compris les enfants. Je l'ai regardé. Entrez, ai-je dit. Je vais faire du café. J'ai choisi la table de la cuisine, pas le salon. Je voulais la surface plane et la lumière pratique. J'ai disposé 4 tasses et versé le café de la cafetière et je me suis assise en face de 3. Richard Crane a posé un dossier sur la table et l'a ouvert. Douglas a parlé le premier. Il était réfléchi. Il a reconnu que la situation financière était devenue plus compliquée que prévu. Il a exprimé, et cela lui a coûté quelque chose de visible, ce qu'il a appelé le regret de la façon dont les choses s'étaient déroulées. Il a dit que l'offre avait maintenant été révisée de nouveau. Richard Crane a fait glisser un document sur la table. Un transfert d'1 million de dollars d'une plus petite propriété, une maison locative que Douglas possédait à Weaverville, d'une valeur d'environ 380 000 dollars, et un droit à vie de rester dans la maison de Ridgecrest Drive jusqu'à mon décès, bien que la propriété soit transférée à la fiducie. Un droit à vie de rester dans ma propre maison en tant qu'invité, en fait. J'ai regardé le document un long moment. Puis Carla Simons a parlé. Jusqu'à ce moment, elle était restée silencieuse. Sa voix, quand elle est venue, était égale et précise. Madame Arlo, je comprends que c'est douloureux, mais je veux que vous considériez ce que la poursuite du litige vous coûtera, pas seulement financièrement. Vos petits-enfants verront leurs grands-parents dans une bataille judiciaire. Votre fils Robert a dit à Douglas que cela avait déjà causé une réelle détresse dans la famille. Elle a fait une pause. Vous avez 72 ans, a-t-elle dit. Vous avez eu une longue vie bien remplie. Est-ce ainsi que vous voulez passer ce qu'il vous reste? J'ai posé ma tasse de café. C'était la condescendance que j'attendais, le vrai visage derrière le langage de la médiation.
J'avais passé 47 ans à être géré par un homme qui savait exactement quel mot me ferait me sentir petite. Et j'ai reconnu la technique immédiatement chez quelqu'un qui l'avait choisi. J'ai regardé Carla Simons un instant, puis Douglas. Douglas, ai-je dit, j'ai une comptabilité judiciaire de 890 000 $ retirés de nos actifs conjoints sur 4 ans. J'ai des documents d'une LLC non divulguée utilisés pour faire des investissements au nom de mademoiselle Simons. J'ai un document successoral de 2019 signé dans des conditions que Ruth Arançon estime constituer une influence indue. Et j'ai un message texte de votre téléphone que mon avocate a soumis au dossier du tribunal. J'ai croisé les mains sur la table. Ce que je n'ai pas, c'est une raison de signer ce document. La chaleur de Douglas a disparu. Pas progressivement, tout d'un coup. Tu vas perdre, a-t-il dit. La voix du conseil d'administration avait disparu. Whitfield a traité des dizaines de cas plus compliqués que celui-ci. Tu es une institutrice à la retraite qui a trouvé une avocate de petite ville. Tu n'as aucune idée de ce à quoi ressembleront les 18 prochains mois de ce processus. Alors j'apprendrai, ai-je dit. Carla Simons a fait une nouvelle tentative. Elle a dit prudemment que si j'insistais sur la question de la LLC, il pourrait y avoir des complications pour d'autres parties qui se reflèteraient mal sur toute la famille. Une implication sans contenu, conçue pour ressembler à une menace, sans être assez spécifique pour être recevable. Je l'ai simplement regardé et n'ai rien dit. Richard Crane a commencé à ramasser ses papiers. Il avait l'air, ai-je noté, légèrement mal à l'aise. Peut-être s'était-il attendu à un après-midi plus facile. Douglas s'est levé. Tu fais la pire erreur de ta vie. J'en ai fait quelques-unes, ai-je dit. Surtout en ce qui concerne la confiance. Ils sont partis. J'ai entendu les voitures reculer de l'allée puis le silence est revenu. Je suis resté longtemps à la fenêtre de la cuisine. Je ne vais pas prétendre que j'étais purement calme. Il y avait de la peur en moi, le genre froid et bas, pas le genre panique. Douglas avait raison, Frank Whitfield était un avocat expérimenté. La prochaine année de procédure judiciaire serait coûteuse, épuisante et incertaine. Il n'y avait aucune garantie de résultat. Mais la peur a fait ce que la peur fait parfois quand on a déjà décidé. Elle a clarifié. Elle m'a rappelé ce qui était réellement en jeu. Pas seulement la maison, mon foyer, mon nom sur un acte. 47 ans d'une vie qui méritait d'être racontée honnêtement. Je suis retourné au jardin. J'ai ramassé mon sécateur. J'ai travaillé la terre autour des chrysanthèmes de fin de saison. La peur a nourri la résolution. J'allais aller jusqu'au bout. La déposition était prévue pour un mardi de février. Ruth m'avait préparé au cours de 3 séances dans sa salle de conférence. Elle était assise en face de moi et jouait le rôle de l'avocat adverse, posant des questions de manière incisive et délibérément déstabilisante, comme Frank Whitfield les poserait. J'ai répondu. Elle a poussé. J'ai répondu de nouveau. À la 3e séance, elle s'est penchée en arrière et a dit, « Ça va aller. » Je sais, ai-je dit. La déposition a eu lieu dans les bureaux de Whitfield, au centre-ville d'Asheville, des bureaux à parois vitrées, d'entreprise, conçus pour transmettre l'autorité. Douglas était présent, assis sur le côté avec Whitfield. Carla Simons avait été interrogée séparément la semaine précédente. Ruth avait dirigé cette séance et me l'avait décrite comme productive. Je me suis assise en face de Frank Whitfield, Ruth à mes côtés et un sténographe à l'extrémité de la table, et j'ai regardé Douglas une fois en entrant dans la pièce. Il m'a rendu mon regard. Aucun de nous n'a hoché la tête. Whitfield a commencé par les bases attendues. Depuis combien de temps étais-je marié? Quelle était ma formation scolaire? Comprenais-je les documents que j'avais signés en 2019? J'ai répondu à chaque question avec précision. C'est l'une des choses que Ruth m'avait enseigné. Répondre exactement à ce qui est demandé, rien de plus. Puis Whitfield est passé à l'amendement. Madame Harlow, est-il exact que vous avez signé l'amendement successoral de 2019 volontairement et sans contrainte? Je l'ai signé, ai-je dit. Je n'en comprenais pas pleinement le contenu au moment de la signature. Je n'ai pas bénéficié d'un conseil juridique indépendant avant de signer, ce dont on ne m'a pas dit qu'il était disponible. On m'a dit que les documents étaient une routine d'entretien successoral. Quelqu'un vous a-t-il empêché de lire les documents? Les documents ont été présentés dans un cadre conçu pour suggérer qu'il s'agissait de formalités administratives.
Mon mari les a parcourus rapidement. La séance a duré environ 25 minutes et a couvert 6 documents distincts. Je n'ai pas eu le temps de lire chacun d'entre eux en entier. Whitfield a changé de sujet. Vous êtes une femme instruite. Vous avez été une éducatrice professionnelle pendant 31 ans. Je dis, ne pensez-vous pas qu'une personne raisonnable dans votre position? Je pense qu'une personne raisonnable qui a été mariée pendant 43 ans et qui fait confiance à son mari pourrait ne pas exiger un examen juridique indépendant de ce qu'il décrit comme de la paperasse de routine. Oui, ai-je dit. Ruth n'a pas objecté. Elle n'avait pas besoin de le faire. La réponse tenait bon. Whitfield est passé à la LLC. Il a tenté d'établir que j'avais eu connaissance de Harlow Coastal Investment, que j'avais, en fait, été consulté sur sa formation. Il m'a montré un document. C'était un formulaire de consentement avec ma signature. Je l'ai regardé attentivement. Pouvez-vous me dire ce que vous me montrez, ai-je demandé. Whitfield a dit que c'était un formulaire de consentement pour la formation de la LLC signé par moi en 2019. Puis-je voir le document complet, ai-je demandé. Ruth a demandé le dossier complet à l'assistante juridique de Whitfield. Cela a pris 4 minutes pour le produire. Quand je l'ai eu devant moi, j'ai lu la partie supérieure. C'est un formulaire de consentement pour un véhicule d'investissement immobilier, ai-je dit. Il ne mentionne pas Harlow Coastal Investment par son nom. Il utilise l'expression entité d'investissement potentielle à former à une date ultérieure, telle que jugée appropriée. Je ne savais pas à quelle entité je consentais. On m'a dit que cela concernait un éventuel futur arrangement de propriété locative. Il y eut un silence dans la pièce. Est-ce votre signature? Demanda Whitfield. Il semble que oui, ai-je dit. Mais une signature sur un consentement à une future entité non nommée n'est pas une connaissance de l'entité spécifique formée, de ses activités ou des transferts effectués par son intermédiaire. Je n'avais aucune connaissance de Harlow Coastal Investment LLC avant le rapport d'expertise comptable de Phil Garrett. Whitfield a tenté 3 autres approches. À chaque fois, Ruth m'avait préparé à la nature de la question, et à chaque fois ma réponse était précise, factuelle et impossible à développer utilement par un contre-interrogatoire. Puis ce fut le tour de Ruth. Elle m'a demandé de décrire, avec mes propres mots, les événements de la séance de signature de 2019. Je l'ai fait avec une précision détaillée, la table de cuisine, les 6 documents, les 25 minutes. Douglas me disant que l'avocat avait tout examiné et que tout était standard. Elle m'a demandé de décrire les contributions financières que j'avais apportées à la propriété de Ridgerest Drive au fil des ans. Je les ai décrites, l'acompte provenant des économies conjointes, la rénovation de 1998 financée en partie par la succession de ma mère. Les années d'entretien ménager financées par mon salaire d'enseignante qui avait libéré les revenus de Douglas pour l'investissement au cours des décennies de notre mariage. Elle m'a demandé si j'avais déjà été informé des transferts de nos comptes conjoints vers une LLC détenue séparément. Non, ai-je dit. Avez-vous déjà été informé de l'existence de Harlow Coastal Investment LLC? Non. Avez-vous déjà été informé de la propriété de Charlotte achetée au nom de Carla Simons en utilisant des fonds de cette LLC? Non. Douglas, j'ai remarqué du coin de l'œil, avait cessé de me regarder. Il regardait la table devant lui. Ruth a gardé le message texte pour la fin. Elle l'a lu au dossier. Vous allez le regretter. J'ai des choses sur vous qui vous feront très mal paraître devant les enfants. Ne me testez pas. Madame Harlow, avez-vous reçu ce message de votre mari? Oui. Comment avez-vous répondu? Je l'ai transmis à mon avocate. Il y eut un silence. Whitfield a tenté une brève redirection. Il a demandé si Douglas m'avait déjà menacé physiquement, si j'avais ressenti une quelconque peur pour ma sécurité. Non, ai-je dit. Il a menacé mes relations avec mes enfants et petits-enfants. Il a menacé ma réputation au sein de la famille. Ce ne sont pas des préjudices physiques, mais ce sont les outils utilisés pour maintenir quelqu'un dans l'obéissance. J'ai fait une pause. Ça n'a pas marché. Quand la déposition s'est achevée, Ruth et moi sommes allés à sa voiture dans le parking. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, en 30 ans de droit de la famille, j'ai interrogé peut-être 6 personnes qui l'ont fait comme vous venez de le faire. Est-ce bien, ai-je dit. C'est extraordinaire, a-t-elle répondu. Je me suis assise sur le siège passager et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu.
Non pas le triomphe, quelque chose de plus calme. La satisfaction particulière d'avoir su exactement qui vous êtes lorsque quelqu'un passe 3 heures à essayer de vous faire oublier. J'ai appelé Patricia depuis le parking pour lui dire que c'était fait. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Prête, ai-je dit. Le jugement est tombé un vendredi matin de fin avril. Ruth m'a appelé à 8h45. J'étais dans la cuisine, café à la main, debout à la fenêtre, regardant le jardin. Le forsythia était jaune et fourni. Le printemps avait été doux. Peggy, a dit Ruth, et je l'ai entendu dans ce seul mot. Nous avons gagné. Je me suis assise. Le jugement du juge était exhaustif, 43 pages. Ruth m'a expliqué les éléments clés par téléphone puis a envoyé le document complet par courriel, que j'ai imprimé et lu à la table de la cuisine pendant 2 heures, une deuxième tasse de café refroidissant à côté de moi. L'amendement successoral de 2019 avait été annulé. Le tribunal a jugé que les circonstances de la signature, l'absence de conseil indépendant, le volume des documents présentés en une seule courte session, ma confiance raisonnable dans la caractérisation de la nature du document par mon mari constituaient une influence indue. L'amendement a été traité comme s'il n'avait jamais existé. La propriété de Ridgecrest Drive est revenue à son statut d'avant l'amendement, propriété matrimoniale détenue conjointement soumise à une répartition équitable. Répartition inéquitable. L'analyse du tribunal du patrimoine matrimonial fut décisive. L'expertise comptable de Phil Garrett avait documenté 890 000 $ retirés des comptes matrimoniaux et dirigés vers Arlo Coastal Investment LLC sur 4 ans. Le tribunal a jugé que cela constituait une dilapidation des biens matrimoniaux, un terme juridique désignant l'épuisement intentionnel ou inutile des biens matrimoniaux par un conjoint. En Caroline du Nord, la dilapidation est spécifiquement prise en compte dans la répartition équitable. Le tribunal a également reconnu mes contributions financières directes à la propriété de Ridgecrest Drive, les économies conjointes utilisées pour l'acompte, les fonds de la succession de ma mère utilisés lors de la rénovation de 1998. Et la contribution économique de mon salaire d'enseignante au soutien des dépenses du ménage et à la libération des revenus de Douglas pour l'investissement au cours des décennies de notre mariage. Le calcul de la répartition équitable n'était pas 50-50e. Compte tenu de la constatation de dilapidation et de mes contributions documentées, le tribunal m'a accordé 62% du patrimoine matrimonial total. La propriété de Ridgecrest Drive m'a été entièrement attribuée. J'ai lu cette ligne 3 fois. Douglas s'est vu attribuer ses propriétés d'investissement, ses comptes d'entreprise restants et ses actifs personnels moins les fonds que le tribunal a exigé de récupérer de la LLC à titre de mesure corrective pour la dilapidation. Sa part après le calcul correctif s'élevait à environ 1,9 million de $ sous diverses formes. Ma part, y compris la maison, s'élevait à environ 3,1 millions de $. Il a reçu considérablement moins que s'il s'était comporté décemment, beaucoup moins que ce qu'il aurait reçu d'un partage égal simple. Ruth a demandé que les frais de justice de Douglas lui soient imputés au motif que le litige avait été engagé sur la base de l'amendement frauduleux de 2019. Le tribunal a donné son accord. Il paierait ses propres frais de justice. Le message texte. Vous allez le regretter. J'ai des choses sur vous qui vous feront très mal paraître devant les enfants. Ne me testez pas. A été inclus dans les conclusions du tribunal comme exemple des tactiques d'intimidation employées contre moi. Il n'a pas entraîné de conséquences juridiques distinctes, mais il est resté en permanence au dossier. Frank Whitfield s'est retiré du dossier de Douglas peu après la décision. Je l'ai appris de Ruth, qui l'a appris du greffier du tribunal. La manière de ce retrait n'a pas été expliquée. Carla Simmons n'a pas été nommée partie à l'affaire. Elle n'avait jamais été mariée à Douglas, mais le dossier du tribunal concernant la LLC et la propriété de Charlotte était public. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et Douglas après la décision. Je n'avais pas besoin de savoir. Ce que je devais faire, c'était changer les serrures. Je l'ai fait un samedi matin de mai. 2 semaines après que Douglas ait libéré les lieux, conformément au calendrier ordonné par le tribunal, j'ai engagé un serrurier nommé Gary, qui est venu avec 2 assistants et a remplacé toutes les serrures en 3 heures. Je me tenais sur le porche sous le soleil de mai pendant qu'il travaillait et je buvais mon café et je regardais le cornouiller. Quand Gary m'a remis les nouvelles clés, il ne pouvait pas savoir ce qu'elles signifiaient. Il les a remises avec un sourire professionnel et un reçu. Je les ai tenues un instant. Mes clés, ma maison, mon nom sur l'acte, incontesté, sans entrave, clair.
Linda et Robert sont venus dîner ce soir-là. Robert avait été honnête avec moi depuis le jour où je lui avais montré le rapport de Phil. Il n'avait pas, selon ses propres dires, parlé à Douglas au-delà du nécessaire depuis lors. Il luttait avec cela. La complexité de ce que son père avait fait, les années d'une image qui avait été construite sur un mensonge. Nous n'avons pas résolu cela en un seul dîner. Nous ne l'aurions pas résolu rapidement, mais il était là. Linda avait amené ses enfants, mes petits-enfants, Ellie, 12 ans, et Nora, 9 ans. Ils couraient dans le jardin, et Nora cueillit une seule branche de forsythia et me l'apporta. Je l'ai mise dans un verre d'eau sur la table de la cuisine. Après le dîner, quand les petits-enfants regardaient la télévision et que Robert était sorti avec un verre de vin, Linda est venue s'asseoir à côté de moi. « Ça va ?» dit-elle. J'ai réfléchi à la réponse. « Je vais mieux que bien », ai-je dit. Je suis toujours là. Et puis l'appel est venu. C'était un matin de juin, 5 semaines après le jugement. Mon téléphone portable a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli le laisser passer sur la messagerie vocale. J'ai répondu au dernier coup. Un homme s'est identifié comme détective du département du shérif du comté de Mecklembourg. Il a dit qu'il appelait au sujet de Douglas Harlow. Il a dit que Douglas avait été retrouvé dans son appartement de Charlotte. Il en avait apparemment loué un près de la propriété de Carla Simmons après avoir quitté Ridgecrest Drive. Il avait été découvert par un voisin qui avait remarqué que son courrier s'accumulait. La cause du décès à ce moment-là faisait l'objet d'une enquête. Les circonstances étaient décrites comme inhabituelles. Je me suis assise sur la chaise de cuisine, la chaise près de la fenêtre. Le forsythia était toujours dans le verre. Quand j'ai dit, il y a environ 3 jours, le détective a dit, nous contactons les membres de la famille. Je suis désolé pour votre perte. Je l'ai remercié. Je suis resté avec le téléphone à la main pendant un long moment après avoir raccroché. L'enquête a conclu plusieurs semaines plus tard que Douglas était décédé d'un événement cardiaque, une crise cardiaque massive. Il était seul. Il avait 74 ans, était en surpoids, subissait un stress financier et juridique soutenu, et n'avait apparemment pas consulté de médecin depuis plus de 2 ans. Il n'y avait pas de circonstances étranges. En fin de compte, il n'y avait qu'un homme qui avait passé des années à construire une fausse vie, l'avait vu s'effondrer et n'avait pas survécu à l'effondrement. Je ne suis pas allé aux funérailles. Son frère les a organisées. Robert y a assisté. Linda n'y est pas allée, et je ne le lui ai pas demandé. Je suis allé au jardin à la place. L'été après le jugement fut l'été le plus calme que j'ai connu depuis des années. Pas calme au sens du vide, calme au sens d'une terre qui a été travaillée et qui se repose maintenant. Je me réveillais au chant des oiseaux et à la lumière à travers la fenêtre de ma chambre. Ma fenêtre de chambre, ma maison. Certains matins, je m'asseyais sur le porche pendant 1 heure avant de faire quoi que ce soit d'autre, simplement parce que je le pouvais. Je suis revenu à la liste que j'avais faite à 4 heures du matin en novembre et j'ai barré chaque élément. La maison est à moi, mes petits-enfants sont à moi, ma place dans la famille est rétablie, mon sens de moi-même est intact et plus fort pour avoir été testé. J'ai engagé une étudiante en aménagement paysager nommée Maya pour m'aider à construire le jardin de fleurs coupées que j'avais toujours voulu. En août, les nouveaux parterres étaient remplis de dahlias, de zinnias, de cosmos. Ruth Aronson était devenue une amie. Par son intermédiaire, j'ai rencontré une femme nommée Diane, 68 ans, qui venait de découvrir les finances cachées de son mari et ne croyait pas avoir la capacité de se battre. Je lui ai parlé de l'inventaire de 4 heures du matin. Je lui ai parlé des nouvelles clés. Je ne pensais pas être le genre de personne à faire ça, a-t-elle dit. Moi non plus, ai-je répondu. Il s'avère que le genre de personne à faire ça est quelqu'un qui décide de le faire. Patricia est venue en juillet. Robert venait tous les mois, gérant lentement son chagrin. Linda amenait les petits-enfants. Nora a mangé plus de pâte à gâteau qu'il n'y en avait dans le moule, et je n'ai rien dit. Carla Simmons a mis fin à son arrangement avec Douglas peu après le jugement. La propriété de Charlotte a été liquidée. La LLC a été dissoute. J'ai pensé à elle occasionnellement, non pas avec haine, mais avec pitié. Elle avait bâti quelque chose sur les mensonges d'un homme. Douglas avait cru que je prendrais $400 000 et disparaîtrais. Il avait passé 47 ans à prendre mon silence pour une absence de moi-même. Il a confondu l'apparence de la paix avec la capitulation.
Les dahlias café au lait étaient extraordinaires ce septembre-là, bruns et dorés, la variété dont j'avais douté. Je les coupais chaque vendredi et les plaçais dans le vase en céramique bleue sur la table de la cuisine. Les silencieux se souviennent de tout. Si vous êtes assis quelque part en ce moment et que vous avez l'impression que tout vous a été enlevé, faites une liste. Cette liste est le point de départ. J'ai perdu confiance en l'homme en qui j'avais le plus confiance. Je n'ai pas perdu confiance en moi. Cette différence était tout. Douglas croyait que 47 ans de silence signifiait qu'il ne me restait plus rien. Il se trompait. Le silence n'est pas une capitulation. La stabilité n'est pas une faiblesse. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour se lever. Qu'auriez-vous fait à ma place? Laissez un commentaire. Cela aide d'autres femmes à trouver cette histoire qui pourrait en avoir le plus besoin. Merci d'être ici.